Donc, salut tout le monde, c'est Marie-Hélène Maltais qui se connecte ce matin pour son 20e rendez-vous de juin. Je vous avais dit que j'essaierais de venir à chaque jour vous parler pendant le mois de juin. C'est chose faite. Je l'ai fait à peu près assidûment tous les jours. Des fois, j'ai sauté une journée puis j'ai fait le samedi. Je pense que c'est arrivé la première semaine. J'ai fait des fois le matin très tôt, des fois le midi, l'après-midi, le soir. Une fois, j'ai même failli faire la nuit, mais je me suis retenue. Et là, j'ai pas fait le jour de la Saint-Jean-Baptiste. J'ai fait plutôt une émission, un podcast, leçon en chanson sur Gilles Vigneault et les gens de mon pays et les gens de mon pays. D'ailleurs, j'ai constaté par la suite que Gilles Vigneault était à Montréal pendant le fameux jour de la fête nationale. Et bon, je savais pas. Donc, j'ai pas vraiment pu en parler. Et voilà. Donc, je termine aujourd'hui avec une dernière édition Marie le Week-end. Et par la suite, on verra. J'ai quelques petites idées en tête, mais je veux pas nécessairement révéler pour l'instant mon plan, tout simplement parce que je ne le sens pas. Et sur ce, je vais partager avec vous mon écran. Alors, on va partager l'écran d'une manière comme je le fais ces derniers temps. Là, c'est pas mal la petite méthode que je préfère en ce moment, en enlevant la petite imagette. Et c'est parti. Je crois que je n'ai pas partagé en fait mon écran. C'est-à-dire que j'ai fait share, mais j'ai pas sélectionné l'écran partagé. Fait que c'est pas très génial. Donc, on recommence. Ça devrait y être cette fois. Bon, alors ça tombe sur ma page Facebook. Et ce matin, il y avait quand même pas mal de choses que j'avais retenues. Et on va y aller comme ça, au fil du temps, comme ça vient. En commençant par le quotidien. En fait, en commençant par la reconnaissance territoriale. En commençant par se rappeler que pendant 5000 ans, les Pequaka Mi'kmaq ont occupé le territoire du Nitassinan, soit ici le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aujourd'hui, ils sont particulièrement rassemblés à Mashteuiache. Et parlant des Inuits de Mashteuiache, eh bien, on a appris ce matin dans le quotidien que Samuel Neptune, qui est en fait un Inuit de Mashteuiache, avait porté la masse, hein, comme on le voit ici sur la photo, pour la collation des grades de l'Université Laval. Donc, il y a une autre photo quand même que je voudrais vous montrer. Je trouve qu'elle est très belle, hein. On le voit ici à travers tous les autres finissants. Ce finissant au doctorat en philosophie, il était à la faculté de philo, j'imagine, pendant 13 ans. Et donc, on l'a choisi là, pour la première fois en 175 ans, en fait, un autochtone pour porter la masse là, à l'Université de Laval. Donc, il était honoré, mais en même temps, on voit qu'il était très humble de cet honneur, qui ne voulait pas garder les projecteurs sur lui. Puis, il parlait aussi de ses projets, là, dont l'enseignement universitaire qui l'intéressait beaucoup, mais il s'impliquait au niveau de l'évolution du système d'éducation parce qu'il a une maîtrise en philosophie, pas une maîtrise, pardon, un doctorat en philosophie de l'éducation. Donc, c'était dans le quotidien ce matin, si ça vous intéresse de le lire. Là, je vais fermer. Mais d'habitude, je ferme pas, mais c'est parce que je me dis que là, si je ferme après, je vais vouloir revenir, mais je les aurais plus les articles. En tout cas, ils sont disparus. Bon, ensuite, dans le quotidien ce matin, c'est pas mal ce qui m'a le plus touché aujourd'hui. Là, si j'avais à choisir un seul article dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ça serait celui-là. Euh, Toute une vie à la DPJ, vous ne nous traitez pas comme des humains. En fait, ça a été écrit dans Le Soleil par Mylène Moisan, qu'on connaît bien aussi. Et là, j'ai des petits problèmes avec mon pad. J'ai de la misère à avancer puis à reculer depuis ce matin. Et donc, c'est l'histoire de Michael, hein, qui a accepté qu'on dise son vrai nom, peut-être pour sortir de l'anonymat. Michael Hull, alias Mike. Euh, je trouve ça intéressant, juste ça déjà d'entrée de jeu, parce que je me pose souvent la question, tu sais, par rapport aux itinérants, souvent on les nomme pas, tu sais, on veut garder l'anonymat, garder la vie privée, oui, mais en même temps, il y a une invisibilisation. C'est un mot que j'ai bien de la difficulté à dire. Euh, et, euh, et donc, ça peut être une façon de sortir de cet anonymat. Alors, l'histoire est quand même très triste.
Et ça montre la résilience là, des jeunes qui ont un genre de parcours similaire à celui de Michael. Et il explique en fait que la DPJ est arrivée chez elle dès en fait sa naissance parce que ses parents consommaient. Donc lui a été mis sous sevrage dès sa naissance. Même on a pensé qu'il allait peut-être y passer, qu'il allait mourir. Donc il a été tout de suite placé. Et ben c'est ça, il y a eu un parcours difficile en famille d'accueil, en centre jeunesse. On a essayé à un moment donné, à l'âge de 2 ans, de le replacer dans sa famille, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il a vécu des choses vraiment très, très, très difficiles. Et ben, il raconte en fait le traitement qu'il a vécu, là. Tu sais, tout est compté, ton temps de douche est compté, ton temps de télé est compté. T'as pas le droit de parler aux autres jeunes si t'es pas avec un éducateur. Tous tes gestes sont surveillés. OK? T'as aucun contrôle sur sa vie, sur ta vie. C'est comme si c'était ta vie, mais pas la tienne. OK? Il parle qu'il a vécu beaucoup d'isolement. Bon, qui avait de la difficulté à vivre ses émotions, avec ses émotions, c'est normal, hein, comprenez-vous? Des fois, on dit, bah, les gens, puis il a fini à vivre de l'itinérance, puis là, depuis 2023, bah, il a un logement subventionné, et ben, dans le fond, c'est ça. Souvent, on dit, bah, les gens de la rue, ils ont des problèmes de santé mentale, mais on voit bien que c'est une personne normale qui a vécu des choses anormales. On voit bien que c'est pas lui qui a des problèmes de santé mentale. On voit bien que c'est la société qui est folle. Et moi, quand je lis des choses comme ça, tu n'as plus vraiment aucun contrôle sur ta vie. T'es pas traité comme un être humain. Ben pour moi, ça s'apparente énormément à la traite des personnes. À la traite des personnes. Malheureusement, je sais que c'est une accusation très grave que je porte, mais à plusieurs égards, les autorités, les gouvernements, avec les personnes de la DPJ, les personnes itinérantes, ils font des choses qui s'apparentent énormément, énormément, énormément au trafficking parce que les gens, ils ont plus aucune autonomie. Donc, on contrôle ces gens-là de A à Z. OK, il parle qu'il a été isolé, c'est ça, dans des petites pièces où il pouvait même pas aller aux toilettes par lui-même. Il fallait qu'il demande un agent de sécurité. Vous imaginez-vous un enfant qui est normal, en fait, qui est juste dans un contexte anormal. Il dit, j'ai jamais été en prison, mais je considérais ça comme une prison. Tu sais, c'est même pas assez fort pour exprimer la violence, en fait, de ce qu'il a subi. Il dit qu'il n'a jamais reçu d'aide, OK, pour l'aider à vivre ses émotions, alors qu'il venait d'une famille remplie de violence puis de consommation, mais qui n'a jamais vraiment été accompagné là-dedans. Alors imaginez-vous la violence. Et on dit qu'on lui a même caché que sa mère était atteinte de cancer, hein, puis il n'a pas pu le dire qu'il l'avait lu sur des papiers parce que sinon on l'aurait puni. On l'aurait puni. Donc il l'a pas dit. Il a pu voir sa mère seulement 2 ans avant son décès. Donc c'était cruel, hein, c'était cruel le traitement qu'on a fait à ces gens-là. Et bah, je pourrais vous en dire parce que j'ai pas vécu le bout de la DPJ, mais j'ai vécu l'autre bout avec ces gens-là. Avec ces gens-là. Donc, je peux témoigner de traitements tellement abusifs, OK, dans des contextes d'extrême vulnérabilité. Ben, pour moi, c'est de l'abus des personnes vulnérables. C'est des traités d'une manière qui deviennent, enfin, bah, ce qu'on leur reproche d'être avant même qu'ils le soient. Hein. On sait qu'il y a un dicton qui dit traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devaient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils peuvent être. J'en ai déjà parlé, mais je vais en parler encore. Bon, c'est un concept dont on parle beaucoup en éducation, hein. L'effet Pygmalion, qui est un phénomène psychologique. On appelle ça une prophétie autoréalisatrice, hein, selon laquelle les attentes d'une personne en situation d'autorité influencent positivement ou négativement leur comportement. OK? Donc, si vous croyez en une personne, vous augmentez ses chances de réussir. Tandis que si vous ne croyez pas à la personne, ben, si vous la traitez comme un criminel, OK, ben, vous risquez de faire apparaître des comportements criminels. Alors, à force de traiter quelqu'un comme dangereux, à force de traiter quelqu'un comme anormal, à force de traiter quelqu'un comme un schizophrène, ben vous allez effectivement faire en sorte que cette personne-là va disjoncter. Ça peut pas en être autrement. Ça peut pas en être autrement. Alors, c'est la triste histoire de Michael qui est quand même en stabilité aujourd'hui, mais ça me vient me chercher vraiment très, très profondément. Et là, ben, on dirait que les journaux, ils ont compris comment afficher leur pub pour être sûr qu'on les voit en ligne.
Donc, on va fermer l'article de la DPJ de Mylène Moisan aujourd'hui. Bon, il y avait un article par Félix Lajoie, encore du Soleil, sur Mario Perriard, ok, qui est un auteur, un linguiste, qui a écrit un livre qui vient de publier L'Amérique française. Voyons, quand je clique sur la photo, ça la met transparente, c'est un peu plate. Euh, ben, c'est ça, c'est un film qui retrace en fait ben, toutes les traces euh, des personnes publiques importantes aux États-Unis, autant québécoises que ben, originaires de partout dans la francophonie, les Autochtones, les Afro-Américains, les Français. Donc, dans le fond, son propos, c'est de dire que même si ça paraît pas quand on va aux États-Unis, hein, on a essayé d'enlever les traces des francophones parce qu'ils n'étaient pas l'ennemi, un peu comme les Noirs, comme les Autochtones des États-Unis. Donc, ils sont tombés un peu dans l'oubli. Puis, ben, c'est ça, ils essaient de montrer que ben, il y en a plus qu'on pense des francophones, puis des traces de francophonie aux États-Unis. Donc, ils étaient plus que des simples figurants, hein, c'est ce qu'il nous dit. Donc, le livre dépoussière de nombreux personnages francophones inconnus et oubliés de l'histoire américaine. Bon, alors je voulais quand même souligner ça. Je trouve ça quand même intéressant. Effectivement, c'est vrai qu'on oublie la langue française qui existe quand même aux États-Unis. Bon, on ferme ça ici, puis on se... Si je suis capable, je te gâche que je vais avoir effacé, là. Non, je l'ai pas effacé, par chance. Je vous amène en fait à l'éditorial de Brian Miles dans Le Devoir de ce matin, ben, qui nous parle en fait du prochain gouvernement, hein. Il nous demande ben, qui est-ce qu'on va choisir en octobre, puis finalement, il fait un peu comment je pourrais dire, l'autopsie de la fonction de premier ministre, puis du fait que ben, c'est une job qui isole, c'est une job ingrate, puis que même si on est connecté sur l'actualité, même si on a l'air connecté aux gens, ben, dans le fond, on est un peu dans un vase clos, dans une bulle, comme l'a été François Legault, ce qui fait qu'on fait toutes sortes d'actions, comme injecter 1,7 milliard en fonds publics dans une filière batterie. Bon, j'aime bien son article parce que ça va au-delà des partis politiques, là. C'est pas une critique des partis, c'est vraiment une prise de conscience de la fonction de premier ministre, mais c'était surtout la fin, en fait, qui m'a interpellée parce que c'est ce que son titre évoque. On souhaite moins de débats partisans et acrimonieux à l'Assemblée nationale pour le prochain cycle politique. On espère qu'il y aura des occasions de collaboration, des débats vigoureux mais constructifs entre les formations politiques afin d'améliorer le dessein de tous les Québécois. On espère un premier ministre ou une première ministre qui va se rappeler constamment qu'on peut arriver à servir les intérêts supérieurs de la nation euh, qu'on ne peut hein, servir les intérêts dans un vase clos sans se donner la peine de se rassembler. Un Québec qui mise sur le dialogue social, un Québec qui recherche le consensus, même si son tête pleine et entière reste illusoire, sera en meilleure posture pour affronter les défis du moment. Nous souhaitons un dialogue fécond, des leaders à l'écoute qui résisteront à la tentation facile de la polarisation. Alors, je ne pourrais être plus d'accord avec ce discours modéré, rassembleur, centriste qui me semble faire la part des choses, puis preuve de gros bon sens. Et puis, à mon sens, bah, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, s'il est élu, à mon sens, est quand même une personne, une figure qui stimule le dialogue. Par ses prises de position controversées parfois, il force le dialogue. Alors, j'espère qu'on aura ce dialogue. J'ai l'air de faire un discours pour le PQ en sous-jacent, mais c'est pas exactement ça que je veux dire. Mais c'est que cette question de dialogue-là, quand même, je l'associe quand même avec le PQ pour le moment. Mais évidemment, bah, c'est sûr qu'il y a de la polarisation aussi qui est associée à ça. Enfin, j'espère moi aussi qu'on pourra se parler, hein, parce que j'ai entendu des choses de la part de certains partis politiques, tu sais. Ben, on propose des mesures contraires. Mais faut pas penser contraire, faut penser complémentaire. Faut penser, nous, on s'occupe de la chose A, donc, ben, quelqu'un peut s'occuper de la chose B. On n'est pas en compétition, on est en complémentarité. C'est comme ça qu'on devrait voir la place de chacun des différents partis politiques. Donc, à la recherche du dialogue social de Brian Miles ce matin dans Le Devoir. Ensuite, ben, je me suis intéressée en fait à l'article de M. Boisvert dans la presse, Yves Boisvert, qui nous dit ben, ce qui est cruel n'est pas toujours illégal.
En fait, je trouve que le titre est tellement évocateur puis tellement vrai. Tellement vrai. On peut faire des choses légales qui sont criminelles, mais c'est pas illégal. C'en est terrible. Mais là, ici, il faisait référence particulièrement à la décision de la Cour suprême des États-Unis, là. Je suis allée chercher l'article de Info Radio-Can de hier. OK, donc sur les victoires de Trump, dans le fond, à la Cour suprême, là, qui ont autoriser l'administration Trump à révoquer le statut de protection temporaire, TPS, là, dont bénéficient des migrants haïtiens et syriens pour des raisons humanitaires. Donc, ils avaient contesté là, en Cour suprême. euh, mais malheureusement, c'est ça, leur expulsion de 350 000 Haïtiens puis 6 000 Syriens. C'est seulement la pointe de l'iceberg. En fait, on parle de 1,2 million en fait, d'immigrants là, qui pourraient être expulsés du pays. Donc, c'est un peu le ton là, de l'article de Yves Boisvert là, qui, comment je pourrais dire, pas qui se résume mal, mais qui se lit hein, comme un roman. C'est quand même bien écrit. Puis, c'est ça, ça nous met un peu dans le bain de cette situation tragique quand même potentielle pour des millions, même des centaines de milliers de migrants américains. Voilà, au statut temporaire. Bon, ensuite, je sais pas pourquoi je suis rendue ici. J'avais cliqué là-dessus. Bon, je voulais vous parler, en fait, je vais terminer avec ça, je pense. Dans la presse ce matin aussi, il y a le récit des événements de la fusillade, OK? En fait, c'est l'article que moi je cherchais mardi. J'ai jamais trouvé ça. Il a fallu qu'on attende jusqu'à aujourd'hui, ce matin, à 5 heures, pour avoir en fait le récit des événements. Ici, Martin Tremblay puis Vincent Poirier nous récapitulent ce qui s'est exactement passé. Puis c'est exactement ça que j'aurais aimé trouver. L'histoire, OK, au-delà des commentaires là, sur la haine des femmes, là. D'ailleurs, ce qu'on voit ici dans l'histoire, là, c'est que lui, il a fait feu en direction des bureaux d'Elo, puis il se dirigeait clairement en direction de ces bureaux-là quand il a fait feu là, sur le policier. Et donc, bon, pour ma part, c'était eux qui étaient visés dans ce que je comprends de ce récit-là, dans les faits. Après, dans le manifeste, comme je vous dis, je ne l'ai pas lu, peut-être je le lirai éventuellement. Mais ce que je voulais retenir aussi de ça, c'est un article qui est paru hier dans le journal Le Quotidien, hein, qui dit Parlons du stress post-traumatique. Bon, je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez, le stress post-traumatique. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je m'y intéresse. Pourquoi? Parce que dans les années 2008, 10, 12, là, je m'intéressais beaucoup aux rêves. Puis, il y a beaucoup de gens qui étudient le stress post-traumatique en lien avec le rêve parce que une des caractéristiques, en fait, du stress post-traumatique, c'est de faire des cauchemars. Donc, les chercheurs du rêve s'intéressent beaucoup à ça, puis aussi aux avenues thérapeutiques pour guérir le stress post-traumatique à partir des rêves. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes du côté de la recherche sur les rêves à ce niveau-là. Mais ce matin, le docteur là, Benoît Heppel, je sais pas comment ça se prononce, nous fait en fait nous donne un peu une explication là, de l'origine du syndrome de stress post-traumatique, qui est un trouble anxieux, ok, qui naît à la suite d'un événement traumatisant, soit avoir ressenti une menace à sa propre vie ou un événement traumatisant euh, qui pourrait toucher une autre personne qui est proche de nous. Hein? C'est pas toujours nous-mêmes, ça peut être on peut être témoin en fait d'une menace à la vie. Et bon, on dit que les symptômes, c'est l'hypervigilance, ok, comme si la menace était toujours présente. Je vous parlais des cauchemars, mais aussi des souvenirs récurrents, des flashbacks, ok, des déclencheurs qui vont réactiver des symptômes du traumatisme, ok, qui entraînent l'évitement de certains lieux ou de certaines personnes, par exemple, ok? Donc, la détresse émotionnelle est significative, puis le fonctionnement au quotidien est altéré. On peut avoir une amnésie des événements, vivre un état émotionnel négatif persistant, un sentiment de détachement, une difficulté à vivre des émotions positives, de l'insomnie, de la colère ou des difficultés de concentration, OK? Il y a beaucoup de dommages collatéraux d'un stress post-traumatique. Euh,
Donc, comment je pourrais dire, le reste de l'article se consacre à dire que, évidemment, la policière qui a été blessée, évidemment, aura probablement un choc post-traumatisme, mais aussi toutes les personnes qui ont été impliquées indirectement dans dans la fusillade, dans l'événement, dans l'incident, je ne sais pas comment le nommer, dans le drame, dans la tragédie, qui vont sûrement, ceux qui se sont barricadés, tout ça, vont sûrement être affectés. Donc, il invite en final les gens à consulter s'ils ont des états anxieux. Mais moi, le stress post-traumatique, c'est quelque chose sur laquelle j'en ai très long à dire. Et on peut pas parler de stress post-traumatique sans parler des personnes itinérantes encore une fois. Puis tout à l'heure, je vous ai parlé des gens de la DPJ qui ont vécu des choses vraiment très graves aussi, qui peuvent en revenir avec des traumatismes de ça. Et là, on parle d'une personne sans abri qui a été retrouvée morte dans une tente. Je vous disais justement dans mon méta-journal d'hier matin, euh, dans mon segment vidéo, que c'était bien beau parler du policier là, qui était décédé pendant la fameuse fusillade, mais qu'il y avait aussi des gens qui mouraient dans l'anonymat à chaque jour. Hein. Vous avez nommé à titre d'exemple les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui étaient dans la nécrologie ces dernières semaines. Mais hier, encore une fois, il y a une personne sans abri qui a été retrouvée morte dans une tente. Donc, on ne sait pas le nom de cette personne-là. On ne sait même pas exactement pourquoi elle est décédée. On dit que ça pourrait être une mort suspecte. OK, donc on ne sait pas exactement là, ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de traces de violence. Mais on en va attendre peut-être des nouvelles de ça, peut-être pas non plus. Mais ce sera une autre personne là, qui aurait été décédée seule dans sa tente. Bon, moi qui avais envie de faire du camping cet été, ça me donne pas nécessairement le goût. Mais voilà. OK, alors pour ce qui est d'aujourd'hui, ça va être ça. Je vous dirais, la dernière fois que j'ai fermé tous mes onglets, j'ai pas eu, on n'a pas eu le retour à manquer. C'est supposé de faire ça. Hier, ça n'a pas fait ça. Donc, euh, donc c'est ça. Il y a énormément de choses que je pourrais dire, mais par rapport notamment au stress post-traumatique, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Puis là, je suis en train de faire là, mes deux cours là, de psychiatrie, là, introduction à la psychopathologie, puis médication psychiatrique. Puis c'est ça, on s'intéresse souvent plus j'ai mon hypothèse, mais on s'intéresse souvent plus aux troubles, là, soi-disant, de santé mentale, mais pas nécessairement à leur origine. À leur origine. J'ai déjà fait des hypothèses. On en reparlera peut-être d'ici la fin de l'été, là. Je vais prendre le temps de mûrir ça pour pas dire n'importe quoi, n'importe comment, mais ceci dit, ça complète mon défi, en fait, de 20 rencontres avec vous pendant le mois de juin. Je peux pas dire je vous remercie d'être là parce que vous me parlez pas, mais vous me parlez quand même, vous me parlez quand même. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis une bonne fin de semaine, hein, on est rendu là. Alors prenez soin de vous et on se retrouve peut-être, peut-être pas. Je sais pas encore. Je vous reviens avec la suite. Je réfléchis à ça. Prenez soin de vous. Bye bye.